Qu'est-ce que la sclérose en plaques et quel rôle l'ergothérapie joue-t-elle auprès des personnes qui en sont atteintes? La sclérose en plaques, c'est une maladie qui touche le système nerveux central et elle se distingue par la destruction de la gaine de myéline entourant les axones. Il s'agit d'une maladie auto-immune, chronique, incurable, mais pas mortelle. Le système immunitaire est donc suractivé. Il attaque et détruit la myéline des neurones et s'amène éventuellement à leur destruction définitive. Quand on observe les lésions à l'IRM, on y voit des plaques, d'où le nom de la maladie. Évidemment, sans gaine de myéline, l'influx nerveux est altéré et le message envoyé aussi. C'est ça qui cause les symptômes. Selon la région atteinte, les symptômes varient. Il existe 5 formes de sclérose en plaques qui se distinguent par la progression des symptômes. Le syndrome clinique isolé, c'est la forme la plus précoce de la maladie et elle se caractérise par un épisode de symptômes neurologiques suggérant la sclérose en plaques. La sclérose en plaques cyclique sous forme de poussée-rémission, la grande majorité des gens souffrent de la forme cyclique de la maladie dans 85% des cas. Elle se caractérise par des attaques bien définies pendant lesquelles les symptômes apparaissent ou s'aggravent. Ces attaques sont suivies de périodes de rémission. La sclérose en plaques progressive secondaire, c'est une forme qui est caractérisée par l'augmentation des dysfonctions neurologiques sans période de récupération évidente. Dans la sclérose en plaques progressive primaire, on observe une progression des symptômes sans période de rémission. Et finalement, la sclérose en plaques progressive récurrente, c'est la forme la plus rare et elle se caractérise par l'apparition de symptômes de façon progressive. Contrairement à la forme progressive primaire, les patients peuvent vivre des attaques avec ou sans rémission. Voici quelques faits intéressants sur la sclérose en plaques. D'abord, sachez que c'est au père de la neurologie moderne, un certain Jean-Martin Charcot, que l'on doit la découverte de la maladie en 1868. Le premier diagnostic recensé est celui d'Auguste d'Este, le petit-fils du roi George III d'Angleterre et cousin de la reine Victoria. Les causes de la maladie ne sont pas connues, mais on sait qu'une combinaison de facteurs environnementaux, génétiques et immunitaires sont impliqués dans le développement de la maladie. Curieusement, le taux d'incidence est beaucoup plus élevé dans les régions tempérées, donc dans des climats comparables au Canada, où la population, à cause des longs hivers, est moins exposée aux rayons UV du soleil qui sont essentiels à la formation de vitamine D. Ça veut donc dire que cette fameuse vitamine D jouerait un rôle important dans le développement de la maladie. À cet effet, sur 34 millions de Canadiens, plus de 100 000 sont atteints d'une forme de sclérose en plaques, faisant du Canada un des pays les plus touchés au monde. En général, la sclérose en plaques affecte les jeunes adultes entre 15 et 40 ans, mais on peut commencer aussi tôt que l'âge de 3 ans. Pour ce qui est de la prévalence, elle est jusqu'à 2 fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes, mais l'évolution de la maladie se fait beaucoup plus rapidement chez les hommes que chez les femmes. Près de 100% des gens atteints de sclérose en plaques sont aussi porteurs du virus d'Epstein-Barr qui cause la fameuse mononucléose infectieuse. Et pour ceux qui se demandent si la maladie est héréditaire, eh bien, la réponse n'est pas simple, parce que rien ne nous prouve qu'elle l'est. Mais en même temps, les chercheurs remarquent certains facteurs génétiques qui auraient tendance à augmenter l'incidence de mère en fille. Comme on l'a mentionné un peu plus tôt, la sclérose en plaques affecte les messages d'information envoyés entre le cerveau et le corps. Ça veut donc dire que les symptômes peuvent se voir à travers des atteintes physiques, comme l'utilisation volontaire des muscles pour la marche ou l'utilisation des mains, les fonctions urinaires, intestinales, la thermorégulation du corps, la fatigue qui touche près de 90% des gens et la douleur chronique qui, elle, est présente dans 50% des cas. Des atteintes sensorielles, les troubles visuels sont d'ailleurs souvent les premiers symptômes de la maladie, et des atteintes cognitives, comme la difficulté à se concentrer ou les troubles de mémoire à court terme. Mais il faut retenir que la maladie n'affecte pas ces sujets de la même façon et que ces attaques sont assez imprévisibles.
Les symptômes peuvent donc être très variés, différents d'une personne à l'autre, et ceux-ci tendent à se résorber pendant des périodes de temps plus ou moins longues lors de phases qui ressemblent à une rémission. Le grand défi avec les symptômes que nous venons de décrire, c'est qu'ils sont aussi liés à beaucoup d'autres pathologies, comme la maladie de Lyme ou encore le syndrome de la fatigue chronique. Ça rend le diagnostic de la sclérose en plaques complexe parce que lorsqu'un médecin soupçonne un cas de sclérose en plaques, il doit d'abord s'assurer d'écarter toutes les autres pathologies qui pourraient aussi expliquer les symptômes du patient. Ensuite, pour poser un diagnostic le plus probant possible, le médecin procède à une étude poussée des antécédents médicaux, à un examen neurologique et à une combinaison d'autres tests comme l'IRM, la ponction lombaire et les potentiels évocateurs. Il faut savoir que ce sont les résultats combinés de tous ces examens qui permettent un diagnostic de la maladie, parce que les critères de celle-ci ne peuvent pas être évalués par un seul examen. Une fois le diagnostic établi, on peut s'attendre à ce que la personne suive un plan de traitement très varié parce qu'il n'existe pas qu'un seul moyen de soulager les symptômes. On peut penser à la médication, qui ralentit la progression de cette maladie dégénérative et incurable. Mais la médication n'est pas suffisante à elle seule quand on pense à l'espérance de vie somme toute assez longue des gens atteints par la sclérose en plaques. Et c'est là le nerf de la guerre. Physiothérapeutes, neurologues, infirmières, nutritionnistes, médecins et surtout ergothérapeutes seront mis à grande contribution dans le maintien et l'amélioration des conditions de vie. Concentrons-nous ici sur le rôle primordial de l'ergothérapeute. On remarque que dans la plupart des cas, le premier contact avec l'ergo survient après une attaque qui aura laissé le patient en déficit occupationnel. En réponse à sa condition, le premier but de l'ergo, c'est d'assurer la sécurité générale de son client. Et ensuite, pour bien cerner comment les différents symptômes vont affecter son autonomie, l'ergo débute avec une entrevue pour prendre le pouls de l'histoire de ses symptômes et des traitements reçus depuis le diagnostic. Le thérapeute discute aussi des buts visés par la thérapie. Et dans un souci d'assurer la sécurité et de favoriser son autonomie, l'ergo proposera certainement une évaluation du domicile. C'est suite à cette évaluation que l'ergo sera en mesure de proposer un plan de traitement et d'intervention qui va prendre en compte le maintien des habiletés, l'adaptation ou la compensation des déficits. Ici, on croit qu'une histoire vaut 1000 mots. Voici donc un cas réel tiré du National Multiple Sclerosis Society. Je vous présente Elisabeth, une jeune femme de 35 ans qui a récemment reçu un diagnostic de sclérose en plaques. Elle travaille à temps partiel comme agent en traitement de données et elle est aussi la fière maman d'un joyeux bambin de 2 ans. Depuis quelque temps, les changements cognitifs et visuels ainsi que la fatigue extrême causée par sa maladie posent un grand défi à Elisabeth. Elle peine à remplir ses rôles de parent et de salarié. C'est ici que l'ergothérapeute d'Elisabeth entre en jeu. La thérapeute propose plusieurs interventions. Entre autres, elle aidera la jeune femme à modifier son poste de travail afin de réduire son inconfort visuel en ajustant l'éclairage dans le bureau d'Elisabeth, en repositionnant son moniteur d'ordinateur ainsi qu'en lui ajoutant un filtre anti-reflet. Les paramètres de son système informatique seront aussi modifiés pour maximiser le contraste et la taille des polices à l'écran. À la maison, l'ergothérapeute change également l'éclairage et ajuste les contrastes, en particulier dans les zones où la supervision de son enfant est importante. Ensuite, comme Elisabeth se débrouille bien avec les nouvelles technologies, l'ergothérapeute tente de mettre en place conjointement avec sa cliente un assistant numérique personnel pour pallier à ses problèmes de mémoire. Ainsi, l'assistant numérique enverra un rappel à Elisabeth à l'heure où elle doit prendre ses médicaments, au moment de partir pour un rendez-vous ou encore pour qu'elle n'oublie pas de passer faire les courses et certaines opérations bancaires. Et pour terminer, l'ergo enseigne à Elisabeth à bien cerner et modifier en conséquence ses activités. Elle lui montre comment et quand utiliser certains autres appareils adaptés afin que sa cliente économise le plus possible son énergie et qu'elle réduise au maximum l'impact de la fatigue sur ses activités quotidiennes.